que ce sont quand même les premières toilettes à voler, vers la Lune. L'inévitable, réparation des toilettes dont les capteurs indiquaient des problèmes après le décollage. Notre tout premier astronaute, Claude Nicollier, a réparé les toilettes de la navette spatiale en orbite. Puisqu'on a appris ce matin que la capsule Orion est équipée, d'Outlook et donc les astronautes ont des problèmes avec leur compte Outlook. Vous n'êtes pas les seuls. Prenez donc 3 minutes pour rêver d'espace de manière candide, comme quand vous étiez petit. Bonjour et bienvenue dans Orbit Watch, le podcast pour les passionnés d'espace qui s'intéressent aux opérations militaires en orbite. Ce podcast est produit par Helvetii Space avec l'appui du Centre de compétences espace de l'armée suisse. Je suis Jonathan Magnien, ingénieur en électronique spatiale et commandant dans la compagnie QG Espace. J'ai le plaisir d'explorer avec vous les rixes entre forces armées dans l'espace dont on n'entend jamais parler, mais qui pourtant prennent place tous les jours au-dessus de nos têtes. Et bienvenue dans le 10e épisode d'Orbit Watch. Le 10e, vous rendez-vous compte? Et pour fêter ça, les Américains nous ont fait l'honneur de lancer une fusée vers la Lune. Allez, trêve de plaisanterie. On est tout naturellement avec Eric Botlander. Bonjour Eric. Eh bonjour Jonathan et bonjour à tous. Et aujourd'hui, évidemment, on va parler du lancement d'Artemis 2 qui a eu lieu la nuit d'avant l'enregistrement de cet épisode. Donc, on est un petit peu fatigué, mais on a évidemment, on est très content, on a l'énergie parce que ce lancement était magnifique. Et on va parler de nos petites brèves quand même de satellites russes, de photos dans l'espace. On va reparler de Spainsat NG2 et on enchaîne tout de suite sans attendre. Première brève, la Russie lance 16 satellites en orbite basse pour son propre réseau. Le 24 mars, la Russie a lancé avec succès 16 satellites en orbite basse à bord d'une fusée Soyouz 2.1B. Ces satellites appartiennent à la constellation Rassvet, excusez la prononciation, ça veut dire aube en russe. Ça a été fait par la start-up privée Bureau 1440 et ça constitue la première salve opérationnelle d'un futur réseau national de connectivité à large bande. Cette architecture n'est pas encore comparable à Starlink, ni par sa taille ni par sa cadence, évidemment, mais elle marque clairement le passage d'une phase de démonstration à une logique de constellation souveraine en orbite basse pour concurrencer Starlink. Et oui, tout le monde veut sa constellation de connectivité. Donc ces satellites, intègrent une technologie qu'on appelle 5G NTN, c'est-à-dire, la bande de fréquence 5G mais adaptée à des réseaux non terrestres. Et des capacités très modernes de communication laser de nouvelle génération. Alors ça, on en a parlé juste dans l'épisode de la semaine dernière. Donc l'intérêt de suivre ce déploiement et c'est de ces 16 satellites eux-mêmes, pour le moment, c'est surtout un signal stratégique qui est envoyé par ce tir. Malgré les contraintes industrielles, les sanctions liées à l'invasion de l'Ukraine, eh bien, Moscou cherche et réussit à faire, construire une couche de communication orbitale autonome. Donc cette couche pourrait avoir un usage dual. Bon, bah, ça, c'est pour, la résilience des liaisons de communication, le commandement des forces, armées et le contrôle, de drones peut-être, par exemple, ainsi que, ben, évidemment pour la dépendance et les infrastructures terrestres, vulnérables, par exemple, pour les zones qui sont au bord du conflit. Alors, ça s'inscrit dans une, tendance plus large, vers des architectures souveraines qu'on observe un peu partout dans le monde. Mais, tu l'as dit tout à l'heure, c'est juste pour le moment 16 satellites. Bureau, 1440 espère en envoyer 156 cette année et jusqu'à 900 en 2035, donc on va dire que c'est, une affaire à suivre. Affaire à suivre en effet, Eric. Alors, brève suivante, Ventor qui photographie un satellite radar chinois. L'entreprise d'imagerie Ventor, autrefois appelée Maxar, a gagné un contrat de la NGA, donc la National Geospatial Intelligence Agency, une énième agence de renseignement américaine, pour de l'imagerie de satellites en orbite. La NGA dispose d'un budget de 500 millions de dollars dans les 5 prochaines années pour le programme Luno A et Luno B pour produire du renseignement et des analyses. Ventor est un acteur bien connu du Non-Earth Imaging
et c'est illustré avec la photographie d'un petit satellite d'imagerie radar chinois avec une résolution de 2,1 cm. La photo est disponible en source ouverte et je vous invite à aller la voir, elle est dans la description du podcast. Alors ce que moi je trouve, intéressant de signaler, c'est que les agences de défense américaines, elles sont désormais clientes pour ce service commercial et c'est relativement nouveau. Ça consiste quand même littéralement à pointer des télescopes à très, très haute résolution vers d'autres satellites en orbite. Donc on n'est plus dans le fait de savoir ce que font les satellites des adversaires, parce que ça, on peut le savoir avec des satellites basse résolution, mais vraiment avec ce niveau de détail, on peut savoir quel matériel ils utilisent, comment gérer leur pointage? Est-ce que le satellite est intact? Vers quelle région du monde il se tourne? Et cetera, et cetera. Donc il y a très peu d'entreprises commerciales qui proposent officiellement ce service aujourd'hui, mais Ventor et une autre qui s'appelle HEO, en font partie. Donc ça requiert des capacités qui sont très, très particulières, en particulier, au niveau du pointage, des manœuvres très, très fines pour le télescope et un contrôle du risque, très affiné, puisqu'on va rappeler qu'avec ce genre de capteur, si on pointe le soleil, en une seule seconde, toute la mission est fichue. Et on passe à la prochaine news qui nous parle donc de PNT en orbite basse avec Céleste. Après un report pour la cause de météo le 25 mars, les deux premiers satellites de démonstration nommés Céleste ont été lancés avec succès le 28 mars depuis Maillet en Nouvelle-Zélande à bord d'une fusée Electron de Rocket Lab pour le compte de l'ESA. Céleste est donc la première démonstration européenne en orbite du LEO PNT, donc du Positioning, Navigation and Timing, hein, en gros, grosses guillemets, les signaux de géolocalisation, en orbite basse, contrairement à l'orbite moyenne qui est plus de 10 fois plus haut pour les satellites GNSS classiques. Une couche donc de positionnement, de navigation et de synchronisation conçue pour compléter Galileo, qui est la constellation GNSS de l'Europe, plutôt que de la remplacer. Il s'agit d'une brève très importante du point de vue militaire, car l'enjeu clé, c'est pas le lancement en lui-même, mais concrètement l'entrée concrète de l'Europe dans le LEO-PNT. Une couche en orbite basse peut offrir des signaux plus puissants, une géométrie différente et une plus grande diversité architecturale, ce qui signifie donc une meilleure résilience face au brouillage et au spoofing, dont on a très largement discuté dans l'épisode 6, que je vous conseille d'ailleurs d'écouter si ce n'est pas fait. Le LEO-PNT, c'est en vogue en ce moment et ça attire évidemment plusieurs acteurs privés, notamment Xena Space qui a levé 170 millions de dollars le 25 mars dernier. Et oui, tu as raison, le Léo PNT, c'est la grande mode, en réalité. Alors même, ce projet de l'ESA qui n'est pas tout à fait nouveau, il arrive vraiment dans sa phase opérationnelle. La phase de démonstration est prévue autour de 11 satellites qui vont être développés dans le cadre de contrats industriels européens. Elle vise à tester des signaux de navigation qui sont innovants sur plusieurs bandes de fréquences. Alors ici, l'objectif, c'est de valider si une future couche européenne en orbite basse peut améliorer, la résilience des signaux, les performances et la continuité du service au-dessus de l'architecture, de Galileo qui existe déjà et qu'on a mis, 20 ans à déployer. L'ESA, elle teste explicitement une diversité de fréquences, au-delà de la bande L, traditionnelle, la bande C, qui est plus résiliente, aux interférences notamment. Donc ça va permettre de résister au brouillage, au spoofing et il y a l'UHF aussi qui offre une meilleure pénétration dans des environnements, complexes, y compris par exemple les canyons urbains et potentiellement même, l'intérieur des bâtiments. Alors, Céleste, ça fait partie d'une architecture, PNT qu'on appelle multicouche. Ça veut dire qu'on ne cherche pas à remplacer, Galileo, mais c'est une couche en plus. Donc les 2 premiers satellites qui ont été envoyés, avec Rocket Lab, d'ailleurs ça c'est une première pour l'ESA, c'était la première fois que l'ESA utilise, les, néo-zélandais. Et ben, ces satellites-là, ils sont surtout là pour tester et utiliser ces nouvelles fréquences. Merci Eric, un projet donc vraiment impressionnant et inspirant. On passe à la prochaine brève, on se rappelle du tout premier épisode d'Orbit Watch avec SpainSat NG2. Dans le tout premier épisode donc, c'était le 15 février, nous avons parlé de SpainSat NG2, le satellite lancé le 24 octobre 2025 pour renforcer la capacité souveraine de l'espace et de l'OTAN en SATCOM. Ce satellite a subi une anomalie catastrophique lors du transfert vers l'orbite géostationnaire, après que ce que les responsables espagnols ont décrit comme un impact avec une particule spatiale. Et il s'agit probablement d'une micrométéorite.
Par la suite, il a été évalué que cette collision avait causé des dommages irréversibles. Depuis la mi-mars, SpainSat NG2 a commencé une série de petites manœuvres correctives, indiquant que EasySat, l'opérateur, ne tente plus de récupérer la mission, mais se concentre désormais sur la mise au rebut du satellite. Plutôt que de le laisser bloqué sur une orbite de transfert supersynchrone instable, donc aussi entre l'orbite basse et puis une altitude bien supérieure à l'orbite géostationnaire, l'opérateur essaie maintenant de relever progressivement le périgée de l'orbite et de le déplacer vers une véritable orbite cimetière, c'est-à-dire au moins 300 km au-dessus de la ceinture géostationnaire, conformément aux bonnes pratiques de durabilité spatiale. Ouais, tu as raison, Jonathan, mais c'est quand même un petit peu la double peine pour les Espagnols qui non seulement ne peuvent pas se servir de leur satellite, mais en plus, doivent quand même, le manœuvrer pour, l'envoyer en orbite cimetière. Alors, sur le plan opérationnel, c'est pas vraiment une mise au rebut classique en fin de vie, mais ça va être une longue et délicate opération de gestion orbitale. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que, SpaceSat NG2 est sur une orbite qui aujourd'hui est très elliptique avec une altitude moyenne déjà au-dessus du géo, mais son périgée reste encore beaucoup trop bas pour une mise au rebut, sur une orbite cimetière. Donc ça veut dire qu'il va falloir continuer cette séquence de manœuvres de relèvement pendant des semaines, peut-être même des mois, si la capacité de contrôle est suffisamment et suffisamment d'ergols, subsistent à l'intérieur. L'importance militaire plus large, bah, elle est double. Déjà, l'Espagne a perdu un de ses principaux nœuds de télécommunications protégés, en orbite et l'OTAN, doit désormais attendre un satellite de remplacement, hein. Donc ça va probablement être, Spainsat NG3, même si ça n'a pas encore été annoncé et bah, ensuite ça montre que quand un satellite est définitivement perdu, les opérateurs font face à un double défi. Il faut qu'ils sécurisent quand même l'environnement orbital pour empêcher qu'un actif, stratégique comme ce satellite, ne devienne un danger, sur le long terme, en fait. Voilà donc sans doute pas fini d'entendre parler des SpainSat. Et on passe à notre dernière brève, LDPE-3, des satellites américains de SSA, la surveillance, qui observent certains satellites chinois. Les trois plateformes américaines LDPE montrent à nouveau une activité soutenue dans le régime géostationnaire. LDPE-3A ayant récemment effectué des manœuvres qui l'ont placé à proximité du satellite chinois SJ-23 et préparant un nouveau passage à la fin du mois de mars. Cela importe parce que LDPE-3, c'est pas simplement une plateforme hébergée, passive, qui permet de déployer des petits satellites. L'US Space Force, dans le cadre de la mission USSF-67 en janvier 2023, a déclaré publiquement que les charges utiles à bord étaient destinées à faire progresser les capacités de combat en matière d'évaluation des menaces en orbite, de détection des dangers spatiaux et de connaissance de la situation espace. En pratique, le schéma actuel suggère que les États-Unis utilisent ces actifs expérimentaux en orbite géostationnaire pour se positionner physiquement à proximité de certains satellites chinois afin d'observer directement leur comportement en orbite plutôt que de se fier uniquement au suivi depuis le sol. Alors, pour moi, c'est aussi une illustration, d'une évolution de la manière dont la surveillance spatiale en orbite géostationnaire évolue et donc c'est même un petit peu inquiétant parce qu'on n'est plus dans un catalogage à distance de ce que font les autres, on est vraiment dans une surveillance rapprochée, de ce que font, les puissances étrangères. Donc les satellites, chinois qui sont, actuellement approchés ou visités, par exemple, SJ-23, la paire, SJ-21, SJ-25, qui est associée, à des activités de service en orbite, de ravitaillement. Et il y a d'autres aussi, d'autres systèmes, géostationnaires qui ont été, moins publicités, mais qui ont été approchés, aussi. Tout ça, ça montre qu'il y a des tactiques, d'approche et de même de contre-espace. Et la leçon plus large qu'on peut en tirer, c'est que ces satellites, LDPE, en allant inspecter des satellites chinois, ça ouvre un petit peu la porte à des contre-inspections et à une escalade qui est toujours plus proche. Parce qu'un jour, on va s'approcher trop près de son adversaire et là, que va-t-il se passer? Ben, on a un petit peu de mal à répondre. Les moyens sont toujours plus performants, on va toujours plus, vers, l'attaque-défense et donc c'est un comportement à surveiller et une compétition qui malheureusement pourrait un jour déraper. Et on espère que ce ne sera pas le cas puisque l'orbite géostationnaire est très peuplée et il n'y en a qu'une.
On va donc passer à notre thème principal de la semaine après ce petit entracte. Avant de poursuivre cet épisode, je souhaite m'adresser à tous mes concitoyens suisses. Vous avez la possibilité d'accomplir votre service militaire obligatoire au Centre de compétences espace. Diverses fonctions passionnantes sont disponibles pour tous les backgrounds. Analyste de la situation espace, opération spatiale, développement logiciel, sécurité informatique, création d'outils d'analyse et exploitation des stations au sol. Aucune formation ou diplôme n'est requis pour postuler. Que vous sortiez d'apprentissage ou que vous ayez une expertise dans la physique, l'ingénierie, le droit ou les relations internationales, votre contribution sera une pierre à l'édifice, appréciée à sa juste valeur. Je vous encourage donc à mêler service et passion avec nous dans une atmosphère unique de discipline, d'indépendance, de créativité et de persévérance. Pour en savoir plus, écrivez à l'adresse email en description contact@helveti.space afin d'être orienté sur la procédure à suivre. Et évidemment, nous parlons d'Artemis 2. Le 30 mars, la NASA a lancé le compte à rebours officiel d'Artemis 2, première mission lunaire habitée depuis Apollo 17, il y a plus d'un demi-siècle. Et première mission habitée au-delà de l'orbite basse depuis 1972. Le lancement a eu lieu le 1er avril et le sort n'a pas fait de mauvaises blagues, tout s'est bien passé. Même presque trop bien, on pourrait croire. La fusée a décollé au tout début de sa fenêtre de tir, environ 8 minutes après le début, si je ne me trompe pas. Il n'y a eu quasiment aucun problème lors de la préparation, si ce n'est un capteur de température de batterie un petit peu à côté de la plaque et une perte de synchronisation avec la télémétrie ou télémesure pour les orthodoxes de la francophonie du vaisseau Orion pendant 5 secondes, ce qui était dans les normes. Ainsi, 4 astronautes ont décollé, dont un Canadien. L'objectif réel est de valider l'ensemble de la chaîne de transport spatial lointain formée par la fusée SLS et le vaisseau Orion. Et oui, mais alors, depuis le décollage, au moment où on vous parle, ils sont encore en orbite elliptique autour de la Terre. Alors, même si ce sont déjà les humains les plus lointains de la surface depuis, 1972, ils vont y rester pendant 24 heures et allumer leur moteur, si tout se passe bien, pour aller faire un grand tour de la Lune. Alors, tu l'as dit, Artemis 2, c'est une nouvelle architecture lunaire américaine, qui va tester d'abord si les États-Unis peuvent envoyer des équipages au-delà de l'orbite basse de manière routinière. Et puis, en ce moment, c'est surtout la première étape majeure, du nouvel administrateur, Jared Isaacman, et lui, il s'en sert beaucoup pour communiquer à la fois sur la conquête lunaire et sur son plan de base lunaire qu'il a réussi à vendre à la Maison Blanche et qui a été, révélé il y a quelques jours, quelques semaines. Durant la nuit, donc leur première nuit, en orbite autour de la Terre, les astronautes, ils ont d'abord testé, le pilotage manuel. Ils ont approché, l'étage supérieur, ICPS après s'en être détachés. Ils ont simulé des amarrages avec succès, mais ils ont aussi, dû faire face à quelques petits problèmes techniques, notamment, l'inévitable, réparation des toilettes dont les capteurs indiquaient des problèmes après le décollage. Donc ça, merci, Christina Koch, qui est, la réparatrice, de toilettes, officielle maintenant de la NASA. Et tout ça, c'est pas anecdotique parce que ce sont quand même les premières toilettes à voler, vers la Lune. On va aussi mentionner, que les astronautes ont d'inévitables problèmes avec, leur système de mail, puisqu'on a appris ce matin que la capsule Orion est équipée, d'Outlook et donc, les astronautes ont des problèmes avec leur compte Outlook. Vous n'êtes pas les seuls. Alors pendant ce trajet, il va y avoir quand même en 10 jours, de multiples expériences scientifiques, des séances photos, des séances de physio, des conférences de presse, des activités liées aux radiations, des tests parce que bon, faut pas l'oublier, avant tout, c'est un vol expérimental pour les USA. Mon Dieu, qui aurait cru que Outlook allait aussi embêter des astronautes à des kilomètres de la Terre. Au Bon, moins, c'est universel. ah, c'est universel, ça change pas. Là. On devrait tirer les leçons de cette histoire et puis arrêter de l'utiliser. Hein. Je reviens brièvement sur cette histoire de toilettes dans l'espace. Sachez que la plomberie interstellaire, si on peut parler de ça ainsi, c'est quelque chose qui nous connaît en Suisse, puisque notre tout premier astronaute, Claude Nicollier, a réparé les toilettes de la navette spatiale en orbite, puisqu'elle ne marchait plus. Donc voilà, petit salut à lui du reste. Peut-être écoute-t-il déjà ce podcast. Reprenons.
Artemis 2 teste donc aussi, naturellement la rentrée atmosphérique, la protection thermique et les marges de survie de l'équipage. Alors rassurez-vous, tout cela a déjà été testé, sans équipage, lors d'un premier vol. Mais évidemment, ici, il y a quand même un peu la pression d'avoir, des personnes vivantes à l'intérieur. La mission s'appuie également sur les réseaux de communication, spatiale lointains de la NASA et comprend une démonstration de communication optique, une technologie dont nous avons longuement parlé lors du dernier épisode. On parle là de capacité cislunaire et c'est un jargon, hein, retenez-le bien, qui creuse déjà sa place dans le domaine de la défense. Et dans ce contexte très américain, notons tout de même qu'Orion dépend du module de service européen de l'ESA pour la propulsion et l'alimentation électrique, n'est-ce pas Eric? Et oui, parce que sans l'Europe, eh ben, la capsule Orion, elle n'irait nulle part, hein. Le rôle des Européens dans Artemis 2 est très important. C'est pas un simple ajout, symbolique ce module de service, hein. Il fournit quand même la propulsion, l'alimentation électrique avec ses 4 grands panneaux solaires, le contrôle thermique, tout ce qui est, réservoir d'oxygène, les consommables de survie, l'eau, l'azote et cetera. Donc, ce module, il est fabriqué en Allemagne, à Brême. C'est l'héritier un petit peu de l'ATV, Automated Transfer Vehicle, qui a été le seul vaisseau européen, en tout cas pour l'instant, de fret pour l'ISS et qui était capable de se coupler de manière, autonome à la Station spatiale internationale. Il était, l'un des plus gros, véhicules à se s'amarrer tout seul. À noter quand même dans Artemis au sens large, l'Europe, ça reste un grand partenaire. Alors ils en ont très, très peu parlé, les Américains dans leur direct, de lancement hier soir, mais on est un partenaire structurel de l'architecture lunaire, via les modules de service d'Orion, l'accès aux astronautes et la logistique lunaire à venir. Reuters note qu'Artemis se déroule dans un contexte de concurrence croissante avec la Chine, qui avance elle aussi avec ses ambitions lunaires. Le véritable enjeu stratégique n'est pas seulement la Lune, mais aussi de savoir qui construit en premier l'ossature de transport, de communication et de gouvernance. Artemis 3 et les missions suivantes dépendent de cette validation habitée. Et la campagne plus large dans la NASA relie les opérations lunaires à la préparation de missions vers Mars. Oui, c'est vrai, ils en ont beaucoup parlé, hier soir de cette, étape lunaire vers Mars et en fait, à mesure que le trafic, cislunaire va augmenter, ces questions vont devenir aussi, des questions, de sécurité. Alors, Artemis 2, c'est encore un stade un petit peu précoce, ça reste un test, on l'a dit, mais ça commence à normaliser un petit peu des opérations au-delà de l'orbite, géostationnaire. Et tu l'as mentionné, la Chine n'est pas en reste, hein, dans cette histoire, même si, la Chine refuse de parler officiellement de compétition. Elle a déjà testé en février dernier le système d'évacuation d'urgence en vol pour sa capsule, Mengzhou. Alors la Chine a une architecture avec la capsule Mengzhou qui est la capsule habitée, qui part de la Terre et qui revient de la Lune et elle y va en lanceur, CZ-10 et ce lanceur devrait d'ailleurs voir son vol inaugural en 2026. Il y a aussi, l'atterrisseur Lanyue qui sera testé en orbite terrestre, et lunaire, d'ici, 1 an ou 2 et tout ça, ça va être passionnant. Donc même si avec Artemis 2, on a l'impression que la NASA, elle a pour le moment une avance, significative, c'est malgré tout un peu un trompe-l'œil. En robotique lunaire, en communication, en opérations satellitaires lunaires, la Chine, elle est pour le moment plus avancée et elle a prévu d'avancer ses pions dans les mois et dans les années à venir pour se poser à la surface, en particulier près de l'équateur lunaire, avant la fin de la décennie. Et tout comme en 1969, cette deuxième course vers la Lune révèle les blocs géopolitiques concurrents. Ainsi, la dualité USA-USSR d'antan s'incarne maintenant dans la dichotomie entre les accords Artemis des États-Unis et les accords International Lunar Research Station, ILRS, de la Chine. Alors, ces accords ne sont pas vraiment des contrats pour participer à des programmes cislunaires, et il s'agit concrètement d'un choix, d'un alignement envers l'un des deux blocs. Alors, même si cela n'a rien à voir avec une alliance militaire, ne l'oublions pas, car ces accords sont explicitement non militaires. On parle de peaceful purpose only. Alors, pour un pays qui choisit entre ces deux accords, eh bien, c'est choisir de s'aligner avec la politique ou la doctrine spatiale d'un acteur dominant, que ce soit les USA ou la Chine, pour les décennies à venir. Un peu comme un pays pouvait s'aligner avec le capitalisme ou le communisme durant la guerre froide.
Concrètement, on parle de partage de données orbitales, de la gestion des risques, comme dans la déconfliction des activités et le Space Traffic Management, mais aussi de l'exploitation des ressources dans l'espace. Ainsi, signer ces accords, ça revient aussi à choisir un côté dans la future économie liée aux ressources extraites hors de la Terre. À savoir, fait intéressant qu'en théorie, il est possible de signer les 2 accords à la fois et c'est du reste ce que la Thaïlande a fait. Alors on ne sait pas trop, ce que ça veut dire à la fin, mais bon, lorsqu'on signe un de ces 2 accords, de manière générale, les pays qui ont signé l'accord de l'autre côté, dénoncent le fait que vous ayez signé cet accord, particulièrement si c'est des pays proches de vous, hein. Si vous êtes, un peu dans un bloc de pays géographiquement et que tout ce bloc a signé d'un côté puis que vous signez de l'autre et ben, ça a tendance à chauffer. Alors, il y a la dimension, géopolitique et ça tu l'as bien mentionné. Il y a cette, course à la Lune et ça c'est important aussi, mais, on va peut-être pas oublier que dans ces 10 jours, dans cet, océan d'informations parfois un petit peu anxiogènes que l'on vit, et ben, ça reste, 4 humains qui sont partis faire, le tour de la Lune. C'est des images qui sont, apaisantes, qui sont magnifiques, et qui sont en libre accès. Donc si vous écoutez, ce podcast, si vous avez, rêvé un jour d'être un petit peu à leur place, et ben, c'est quand même une occasion, unique, de pouvoir un petit peu se projeter. Parce que, ben, ça reste un événement historique. C'est, des images qui sont assez extraordinaires et ben, on espère que ça va vous mettre, des étoiles dans les yeux, au moins pour une semaine. Et c'est donc, avec ce vol d'Artémis, toute l'humanité qui avance encore une fois. Prenez donc, 3 minutes pour rêver d'espace de manière candide, comme quand vous étiez petit et que vous regardez des images de fusées, d'étoiles et de planètes et on se dit à la semaine prochaine.